qui est important, c'est la perception du Kremlin, c'est la perception de Vladimir Poutine sur notre volonté de nous défendre tous ensemble, c'est-à-dire les 30 pays impliqués en Europe, parce qu'on peut ajouter aux 27 la Grande-Bretagne, par exemple, qui participerait forcément à un effort de guerre et qui même serait en pointe, dans certains cas, à toute action que les Russes voudraient mener pour nous déstabiliser. Ces actions, on les a énumérées très souvent sur ce plateau. Elles commencent par exemple par l'Estonie, attaquer la ville de Narva, tout au nord des pays baltes, mais pas dans une attaque qui ressemblerait à ce qu'on peut voir aujourd'hui en Ukraine, ou ce qu'on a connu pendant les Premières ou Secondes Guerres mondiales, par une attaque qui serait plus une attaque de forces spéciales, de commando, une attaque un peu comme celle qu'il y a pu y avoir sur le Donbass en 2014 ou les petits hommes verts de la Crimée. Et là, il faut réagir extrêmement vite. Et là, nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts parce que la France a eu beau avoir dépêché 500 hommes en Estonie, ce n'est pas suffisant. Il faut prépositionner énormément d'hommes tout le long des frontières qui pourraient être menacées pour pouvoir agir extrêmement rapidement. Parce que la géographie notamment des pays baltes, mais aussi de la Moldavie, coincée au fin fond de la Roumanie, prise en étau en fait entre la Roumanie et l'Ukraine, impose qu'il y ait des zones qui soient préstationnées pour pouvoir agir extrêmement rapidement. Après, nous avons une aviation qui, effectivement, sur le papier, est sans doute largement supérieure à celle des Russes, et ça peut être un atout considérable. Maintenant, nous ne sommes pas prêts aussi, parce que politiquement, il y a une disparité immense en Europe. Évidemment, les Espagnols, les Portugais n'ont pas le même point de vue que les Polonais ou même les Français. On voit aujourd'hui des dissensions apparaître dans la coalition italienne. On sait que jusqu'à maintenant, Giorgia Meloni soutenait sans aucun problème l'Ukraine. Elle est extrêmement atlantiste, elle est très tournée vers les États-Unis. Il n'y avait aucun problème de ce côté-là, notamment du côté de l'OTAN. Mais elle a un allié, Matteo Salvini, qui lui est plutôt pro-russe, qui a même reçu de l'argent de la part des Russes, ça a été prouvé par la justice italienne, qui commence à lui mettre des bâtons dans les roues pour les financements, pour aider l'Ukraine. C'est en débat actuellement en Italie. Donc on voit que politiquement, en Europe, parmi les 27 ou 30 pays qui pourraient être amenés à agir ensemble, il y a vraiment de fortes différences qui sont, à mon sens, largement notre talon d'Achille. Et ça, Vladimir Poutine, il le sait très très bien. C'est pour ça qu'il fait tout pour encourager, aider des mouvements comme l'AfD en Allemagne, Nigel Farage aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pardon, chez les Britanniques, et puis d'autres partis, notamment en France. Alors, il y a un consensus sur ce plateau pour dire que nous ne sommes pas encore prêts, mais la montée en puissance européenne est là face à cette éventuelle perspective de choc avec la Russie. Mais je voudrais vous faire réagir, Galia Ackerman, et vous tous sur ce plateau, sur ce qu'a dit le général Richoux sur LCI. Lui, il fait un constat alarmant. Nous étions prêts il y a 40 ans, et maintenant, écoutons ensemble sa réponse et sa démonstration. Et on l'est pas aujourd'hui ? Eh bien, on l'est pas aujourd'hui. On l'est plus. Mais, bien entendu. Mais il y avait 30 années de coupe budgétaire européenne. Comment voulez-vous écoutez, moi je suis rentré dans une armée qui faisait 500 000 hommes. Il y avait 1500 chars, il y avait 400 avions de chasse, etc. Aujourd'hui, c'est une armée de 200 000 hommes. La force d'action terrestre, c'est 77 000 hommes. On est à l'os, c'est tout. On est à l'os, les mots sont très très forts. C'est un aveu inquiétant, Galia Ackerman. Oui, c'est un aveu inquiétant. Je voudrais quand même ajouter quelque chose d'important. Je pense que l'attaque russe ou non dépendra non seulement de notre unité ou de notre degré de préparation, mais aussi de ce qui se passe en Ukraine. Si l'Ukraine ne perd pas, il y aura probablement pas de guerre. Si l'Ukraine perd, si on oblige l'Ukraine de se rendre, par exemple, les mains de Poutine seront déliées. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, il y a ce dont Xavier a parlé, c'est que quand nous parlons de la guerre en Europe, ça ne veut pas dire que en 2029 ou 2030 ou 28, enfin ça dépend des différentes appréciations, la Russie va attaquer frontalement l'Europe. Elle ne peut pas le faire. L'Europe est trop grande, elle est trop peuplée. Les Russes ont beau avoir une bonne armée, elle n'est pas suffisante pour conquérir l'Europe. Mais la question, il faut la poser différemment. Si l'Europe attaque, comme Xavier l'a dit, par exemple la ville de Narva, ou le couloir de Suwałki, etc., est-ce que
nos dissensions nous empêcheront ou non de réagir. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est en effet le grignotage de l'Europe qui va commencer. Et vous savez, la doctrine officielle maintenant, ça a été dévoilé récemment par le fameux think tank qui s'appelle Club Valdai, c'est de créer le chaos en Europe. De créer un chaos qui, justement, nous empêcherait de nous unir, de nous empêcher de prendre les décisions en commun, de favoriser la montée au pouvoir des extrêmes. C'est ça qu'il faut éviter. Sur ce point, Nicole Dieutou, je voulais réagir. Si l'Ukraine perd, Vladimir Poutine aura les mains déliées ? Là, il y a le décompte. Les années avant la guerre, c'est graines en fait. Ça dépend ce qu'on appelle l'Ukraine perd. Forcément, si on oblige l'Ukraine à la capitulation, le voulait le plan de Trump, ça lui redonnera une espèce de confiance en lui et il aura l'impression, et non pas seulement l'impression, mais il aura été récompensé pour une agression qu'il aurait faite il y a 3 ans. Donc il est hors de question d'accepter la reddition de l'Ukraine telle qu'il la souhaite. Mais en même temps, si l'Ukraine continue la guerre sans qu'il y ait de victoire possible pour l'Ukraine, je ne suis pas sûr que ce soit dissuasif pour Poutine. Il y a un moment où, et là c'est sa stratégie intérieure que j'ignore complètement, il y a un moment où il peut décider de faire une diversion, si jamais ça se bloque en Ukraine, si ça se gèle en Ukraine, il peut faire une diversion effectivement sur un des pays baltes, mais là moi personnellement je n'ai aucun doute, on ira, on répondra, on ne laissera pas faire. Vous n'avez aucun doute ? Aucun. Certains pays n'iront pas, bien sûr. Oui. Certains pays diront, mais non, c'est pas grave, on va attendre de voir comment les Baltes voilà, puis on va envoyer uniquement les Finlandais, les Suédois. Non, moi je crois qu'un pays comme la France, il n'y a aucun problème. Parce que Gérard Aron, l'ex-ambassadeur de France aux États-Unis, qui souvent sur LCI dit ce n'est pas sûr qu'on aille se battre pour défendre les Roumains. Parce que ce serait une rupture géopolitique majeure que d'accepter ne serait-ce que 5 cm de territoire européen pris par les Russes, et les Britanniques, les Français, les Allemands, les Polonais, on ira, et à nous 4, on fait au moins 80% des forces militaires européennes. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que la question, c'est pas si on est prêt ou pas prêt. Psychologiquement, il ne faut pas accepter que Poutine gagne. Alors voilà, c'est tout. Et si on habitue les Européens au contraire, au lieu de leur donner ce sentiment qu'on est fort, qu'on est unis, si on leur dit « Ah là là, il va y avoir la guerre dans 3-4 ans, il faut se préparer, il faut perdre nos enfants, il faut accepter d'être dans une économie de guerre. » Non, c'est pas comme ça qu'on mobilise les nations. Et je voudrais dire un dernier point. La question, c'est pas tellement de savoir si on est prêt ou pas, parce que eux, je pense qu'ils ne sont absolument pas prêts. Il faut quand même pas C'est ce que dit Gérard Jakovlev. Il dit c'est du bluff. Exceptionnel, les Russes viennent de subir. Oui, ça dépend pour quelle opération en fait. Oui, mais qui est le plus fort ? Mais quoi qu'il arrive, dans tous les scénarios, si on enlève l'arme nucléaire, dans tous les scénarios, on les bat à plate couture. Donc on est les plus forts, quoi qu'il arrive, on les bat à plate couture. Je vois réagir Général Delors et ensuite Xavier. Je voudrais simplement faire un parallèle. Les parallèles ne sont pas bons, mais quand même, quand nous avons une grande menace de l'URSS contre les pays occidentaux démocratiques, l'État de droit, on entend bien, nous avons pris un certain nombre de mesures. Donc il y avait effectivement cette force de dissuasion qui s'articulait autour de forces conventionnelles et de la dissuasion nucléaire. Les deux. Nous avons déployé, je dis nous parce que les Américains, les Canadiens, les Britanniques, les Français, nous avons déployé des forces en